Monsieur Nkombe, ma première question, si vous permettez. Vous savez, les autorités de RDC et Rwanda ont été accords de signer l'accord de paix le 27 juin. Peut-il cet accord apporter la paix au Congo et comment évaluez-vous l'importance de cet accord aujourd'hui? Je vous remercie de me recevoir. Tout accord qui vise la paix est en soi souhaitable, mais dans le cas présent, il faut être lucide. La paix ne se signe pas avec son bourreau, elle se construit avec justice. Cet accord n'est pas un traité entre deux peuples souverains, c'est une tentative de légitimer une occupation déguisée. Non, cet accord n'apportera pas la paix, il apportera la honte, la trahison et l'effondrement de la dignité congolaise. Le loup devient le gardien du troupeau, tout simplement. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui signe, c'est Tshisekedi lui-même qui offre le Congo à son agresseur. Il sait, il connaît les massacres, les viols, le pillage, les réseaux mafieux, et pourtant il signe. Il ne négocie pas la paix, il valide l'impunité. Depuis 1996, le régime de Kigali a sémé la mort au Congo, mais jamais, je dis bien jamais, un président congolais n'avait osé donner une légitimité diplomatique à cette agression. Tshisekedi l'a fait, il assume, il portera ce fardeau devant l'histoire. Le régime de Kigali mène une guerre silencieuse et méthodique contre le peuple congolais. 12 millions de morts, des millions de femmes violées, des minerais pillés, une armée humiliée. Et aujourd'hui, on voudrait faire croire aux Congolais qu'un traité de paix signé entre l'agresseur et sa victime, sans procès, sans reconnaissance de crime, ni réparation, serait un tournant positif. Non, c'est une insulte à notre mémoire collective. On veut faire croire à notre peuple qu'un document signé sous la pression américaine vaut réparation. Non, c'est un acte de capitulation, une insulte aux morts, une trahison des vivants. Peut-on construire une paix durable en ignorant la plus grande tragédie humaine depuis la Shoah? Le Congo n'a pas besoin de tuteurs sécuritaires, il a besoin de souveraineté et de vérité. L'histoire retiendra ce moment non comme un tournant de paix, mais comme le jour où la communauté internationale, en complicité avec l'élite actuelle, a préféré enterrer 12 millions de morts plutôt que de les honorer par la justice. Et je vous le dis, si le 27 juin, pendant qu'ils signeront leur accord de façade, nous signerons un autre acte, celui du réveil du peuple congolais, et ce réveil, cette fois-ci, ne sera pas négociable. Monsieur Nkombe, ma deuxième question, si vous permettez, la question sur la situation actuelle au Congo en général. Quelle est la situation dans l'Est du Congo aujourd'hui en général? La situation s'est-elle stabilisée? Non, la situation ne s'est pas stabilisée et il suffit d'ouvrir les yeux pour le constater. Comment peut-on parler de stabilité quand l'État n'a plus aucun contrôle ni sur l'information, ni sur les renseignements, ni sur le territoire? Le pouvoir de Tshisekedi ne gouverne plus, il subit, il réagit, il improvise dans le brouillard, sans boussole, sans vision, sans maîtrise du terrain. Même lorsqu'il annonce avoir repris une localité comme Walikale, la réalité du front lui échappe, car dans l'Est, chaque colline peut basculer en 24 heures. Les lignes de front sont mouvantes, les villages changent de main sans que Kinshasa n'en soit informé. Et les forces sur le terrain, souvent mal nourries, mal coordonnées, se battent seules. La vérité est que nous ne sommes pas dans une guerre classique, mais dans un processus lent et méthodique de démembrement du territoire national. Un effondrement silencieux, planifié, accepté par une élite politique qui a abandonné la souveraineté pour quelques applaudissements diplomatiques. Tshisekedi ne contrôle ni le ciel, ni les mines, ni les frontières. Il ne contrôle même plus les agendas politiques de ses partenaires. Et pendant qu'il s'illusionne avec des accords de façade, le pays se désintègre sous ses pieds. La prétendue stabilisation n'est qu'un mirage, un rideau de fumée entretenu par ceux qui ont intérêt à ce que le Congo reste une zone grise, instable, mais exploitable. Monsieur Nkombe, ma troisième question, si vous permettez, sur la situation avec Joseph Kabila. Vous savez, les autorités de la RDC ont interdit toute mention de l'ancien président du pays, Joseph Kabila, dans les médias nationaux. Quelle est la raison de ces mesures? Cette décision traduit la peur panique du régime Tshisekedi. Quand un pouvoir en vient interdire un an, ce n'est plus de la gouvernance, c'est de l'aveu de faiblesse. Joseph Kabila, quoi qu'on pense de son bilan, incarne encore une figure d'ordre, une mémoire d'État, une continuité historique. Le fait même
que son nom fasse peur à un président en exercice en dit long sur l'état de fragilité institutionnelle actuelle. En réalité, cette interdiction n'est qu'une tentative désespérée d'effacer tout contre-pouvoir symbolique. Mais le plus inquiétant, c'est que le gouvernement a fait machine arrière. Il il interdit, puis il autorise. Il frappe, puis il recule. Il communique, puis il se dédie. Un pouvoir qui recule devant son propre décret n'est plus un pouvoir, c'est un réflexe de survie. Cette manœuvre révèle un régime en perte de contrôle de sa communication, de son autorité et de son propre récit national. Car Kabila n'est pas le problème et il n'est pas non plus la solution. Le vrai problème, c'est le vide stratégique total que laisse le régime Tshisekedi. 5 ans au sommet de l'État et au final, aucune doctrine, aucun héritage, aucun cap. Seulement la peur et les interdictions absurdes. Et pendant qu'ils interdisent les noms, le peuple, lui, attend des actes, des solutions et une vision à la hauteur du Congo. Monsieur Kobe, ma dernière question, si vous permettez. Vous savez, les médias internationaux ont affirmé que la RDC et les autorités américaines étaient sur le point de conclure un accord sur les matériels premiers en échange de sécurité. Dans quelle mesure cet accord sera-t-il bénéfique pour la RDC? En l'état actuel, cet accord n'est pas un partenariat. C'est un troc inégal, humiliant. Quand on ne sécurise pas un pays en échange de son sous-sol, on ne défend pas une nation en hypothéquant ses ressources stratégiques. Et surtout, on ne garantit pas la paix en le sous-traitant à ceux qui profitent du chaos. Soyons clairs, la RDC n'est pas un marché de matières premières, c'est une nation. Et toute nation digne de ce nom construit sa sécurité par la souveraineté, pas par la dépendance. Ce prétendu accord officialise une chose que nous dénonçons depuis des années, que les minerais congolais sont échangés contre des promesses de protection sans aucun contrôle du peuple ni du Parlement. En d'autres termes, le pouvoir actuel est prêt à livrer le pays minerai par minerai en espérant acheter une stabilité qu'il est incapable de produire. Mais cette sécurité promise est-elle réelle? Qui tient l'Est aujourd'hui? Pas l'armée congolaise, pas l'État. Ce sont des groupes armés, des réseaux mafieux, des alliances invisibles. Et pendant que Kinshasa signe avec Washington, le sang continue de couler à l'Est. Alors je le dis sans détour, cet accord ne sera bénéfique que pour ceux qui pillent, pas pour ceux qui pleurent. Ce n'est pas une solution, c'est une reddition diplomatique, une opération de façade qui cache un abandon stratégique. Le Congo n'a pas besoin de sécurité importée, il a besoin d'une armée réformée, d'un État fort et d'un leadership lucide. Et cela ne s'achète pas avec du cobalt, ni ne se signe à Washington. La vraie sécurité viendra du Congo ou elle ne viendra pas. Monsieur Nkombe, merci beaucoup, merci infiniment pour votre participation. C'est très important, très intéressant pour nous. Je souhaite vous, peuple du Congo, le peuple. Merci, merci infiniment.